Je laisse maintenant la parole à Awad Assab, donc dramaturge du spectacle Nous entrerons dans la carrière et qui va pouvoir nous présenter plus en détail la table ronde. Merci à tous, merci d'être venus, merci à la classe préparatoire aussi. Elena vous l'a dit, on va discuter de la diversité dans la République. La diversité peut-elle habiter la République ? La diversité, c'est le réel, le concret de notre pays. L'universalité de la République, c'est une abstraction, c'est les grands principes, liberté, égalité, fraternité, mais c'est une abstraction très forte dans notre imaginaire collectif. Et donc, on va explorer la tension entre les deux. Bon, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps dans notre travail, dans le travail que Blandine fait. Donc, je commence par vous présenter rapidement les trois personnes qui sont là, même si... Alors, donc Alain Policard est professeur d'université, chercheur au CEVIPOF, qui était le centre de recherche sur la vie politique française, mais qui maintenant fait en fait des recherches beaucoup plus larges. Il a beaucoup travaillé sur... Donc, vous êtes politologue, vous êtes en même temps sociologue aussi, on peut dire. Enfin, voilà. Il a beaucoup travaillé sur des thèmes comme le libéralisme, la justice sociale, et puis plus récemment, sur la question du racisme, de l'antiracisme, le post-colonialisme, le décolonialisme, chose qu'on va aborder, qu'il aura l'occasion de nous expliciter. Voilà. Et le lien qu'il y a entre ces concepts et la diversité dans la République. Blandine Savetier, pour ceux qui ne la connaissent pas, est metteur en scène. Elle a entre une vingtaine de mises en scène à son actif. Elle est metteur en scène associée au Théâtre national de Strasbourg. Et depuis quelques années, elle travaille beaucoup sur la question de la diversité dans le théâtre. Et entre autres, elle dirige la classe préparatoire Égalité des chances qui est à la Filature à Mulhouse. Et elle est la metteur en scène du spectacle Nous entrerons dans la carrière. Et d'autres spectacles d'ailleurs qui ont un lien avec cette question de la diversité dans la République, notamment Neige, on pourra peut-être en parler. Stéphane Ruche dirige donc un centre d'action sociale et culturelle à Mulhouse, dans un quartier qui s'appelle Drouot-Barbenègre. Voilà, et Barbenègre, et il m'a expliqué tout à l'heure que Drouot et Barbenègre étaient deux généraux de Napoléon. Voilà, donc c'est très intéressant. Mais lui, il pourra nous donner vraiment une expérience de terrain qui va être le contrepoint concret et réel de ces discussions. Voilà. Je vais commencer par Blandine Savetier. Blandine, donc, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Nous entrerons dans la carrière, comment le spectacle a pris naissance et le lien avec cette question de la diversité dans la République? Donc, en fait, j'ai mené, que ça soit d'ailleurs avec des ateliers que je menais au Théâtre national de Strasbourg, mais aussi avec un programme qui s'appelait Premier Acte. D'ailleurs, certains des élèves de la classe Égalité des chances ont fait aussi ce programme. Donc, j'ai mené des ateliers autour de la question de... En fait, je travaillais sur la mort de Danton. Pourquoi ? Parce que je m'étais aperçue qu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui avaient divorcé avec les principes républicains. Ils ne se reconnaissaient pas ils sentaient vraiment justement que c'était abstrait, liberté, égalité, fraternité, que ça concernait qu'une partie de la population et que eux, concrètement sur le terrain, ils voyaient bien qu'il y avait de la discrimination, aussi bien de la discrimination raciale que sociale, et que c'était tout le temps les mêmes, entre guillemets, qui avaient les privilèges, et que même si on avait coupé la tête au roi, on était toujours dans une forme d'aristocratie où
où en fait ils questionnaient la question de la méritocratie en France. Et d'ailleurs, je dois dire que je les rejoignais sur leur discours, même si eux ne pouvaient pas forcément tout le temps bien le formuler. Je les ai aidés, entre guillemets, à formuler. Et ce qui était intéressant, c'est que dans les ateliers que je menais, c'était très partagé. Certains se sentaient beaucoup plus universalistes, donc défendaient les principes universalistes, et d'autres disaient oui, mais l'universalisme est un rouleau compresseur pour nos différences, et en vérité, c'est que du blabla. Ça ne se traduit pas concrètement dans nos vies quotidiennes, même pour accéder à l'école républicaine, etc., etc. Même si on y a accès, il y a des différences. Quand tu fais un lycée au centre de Paris, ce que tu en fasses, voilà. En fait, on travaillait sur la question de la réalité du terrain avec eux. Et du coup, en travaillant sur la création de la Première République, qui est donc la République de 1793, et donc on a travaillé ensemble, Wada et moi, on s'est rendu compte, parce qu'on ne le savait pas non plus, qu'il y avait eu un député noir qui s'appelle Jean-Baptiste Bellay. Et là, parce que Toussaint Louverture, bon, quand on s'intéresse à ces questions-là, on le connaît, mais on ne le connaît d'ailleurs pas tant que ça. Mais Jean-Baptiste Bellay, moi, je ne le connaissais pas. Donc, on a fouillé et on s'est rendu compte. Je me suis posé la question, mais pourquoi c'est effacé de nos livres d'histoire? Pourquoi on ne nous enseigne pas que l'abolition de l'esclavage, ce n'est pas 1848, c'est 1794? Et ça change la donne, parce que que ça soit Robespierre, Danton et tous ces révolutionnaires, quand ils ont voulu abolir l'esclavage, c'était vraiment pour des questions humanistes et non pas pour des questions économiques, parce qu'en 1848, c'est beaucoup plus simple d'abolir l'esclavage, parce que les machines ont un rendement beaucoup plus grand que les hommes. Donc, là, je me suis dit, mais il y a un problème, parce que si on veut rattacher des personnes qui sont d'origine culturelle, ethnique, on pourrait dire, à la République, et qui ont divorcé avec cette République, c'est important de retourner aux sources. Qui a fabriqué cette République? Et quand, justement, j'avais des acteurs, je travaillais avec des acteurs de toute origine, et ils m'ont dit, mais le drapeau français est à nous. Nos ancêtres ont fabriqué cette République. Et ça a été intéressant parce que ça a été un moyen pour eux aussi de se rattacher aux principes républicains et surtout aussi de connaître l'histoire, comment elle avait été faite, que c'était des gens de leur âge qui avaient créé la première révolution et donc la première République. On est allé aussi du côté des femmes qui ont été les grandes oubliées de la Révolution française alors qu'elles ont mené la Révolution. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, je ne vais pas recréer un énième Mort de Danton, qui est souvent monté. Et de fil en aiguille, on est tombé sur ce roman qui s'appelle Le siècle des Lumières et qui vraiment aborde la Révolution par le biais de l'abolition de l'esclavage et le rétablissement par Napoléon. Ça aussi, on va très vite sur l'histoire napoléonienne. Enfin, vraiment, on nous dit tout le temps les grandes choses qu'a fait Napoléon, mais on ne nous raconte pas aussi toutes les horreurs qu'il a faites, quoi. Et quand on voit, et ça on l'a dit dans le spectacle, que 30 minutes d'une bataille de Napoléon ont fait plus de morts que toute la terreur, c'est pareil. Comment ça se fait que ce n'est pas enseigné dans nos cours d'histoire? Et l'année dernière, j'ai donné des ateliers à Haute-Pierre. Même les profs d'histoire, ils nous disaient, on ne connaît pas cette histoire de l'abolition de l'esclavage en 1794. Bon, vraiment, j'étais étonnée. Ils ne savaient pas qui était Jean-Baptiste Bellay. Bon, voilà, ça raconte la méconnaissance et le fait que c'est volontairement occulté. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi on veut effacer, j'allais dire, les crimes de notre histoire. Au contraire, je pense qu'il faut exhumer afin qu'on fasse la paix actuellement et qu'on puisse vraiment intégrer toutes les dans la population française, mais à la République, on pourrait dire, aussi bien la diversité sociale que la diversité raciale. Souvent, je dirais, on a créé, je dirais, des séparations, même j'ai envie de dire des ghettos dans notre pays,
alors qu'il y a vraiment un moyen de rattacher les jeunes gens à la République. Et c'était un peu le but de mon spectacle. Et je pense qu'on a réussi. Parce que non seulement ils ont porté à bras le corps, ils défendaient, ils ont adoré en fait, même s'emparer des discours de Danton, de Robespierre. À un moment donné, j'ai voulu couper un peu le spectacle. Ils m'ont dit « Ah non, tu touches pas au discours. Hein. » Donc voilà, ça c'était passionnant de voir qu'ils adoraient les discours de ces révolutionnaires. Parce que tout d'un coup, ils les prenaient pour eux. Et, enfin, tous ceux qui ont vu le spectacle ont pu voir comment ils ont défendu à bras le corps. On avait l'impression qu'ils parlaient d'ici et maintenant. C'est pareil, on a exhumé un discours de Dufay qui faisait partie en fait de la flotte qui venait d'Haïti. Il y avait Dufay, il y avait Mills et il y avait donc Jean-Baptiste Bellay, et qui venait demander à Danton et Robespierre et à la Convention l'abolition de l'esclavage. Donc on a pris ce discours et tout de suite Souleymane il m'a dit « ça je veux le dire, c'est le discours que j'ai envie de défendre ». Et c'était beau parce que lui, il l'entendait pour maintenant. Il m'a dit, mais en fait, tout ce qu'il dit, on ne l'a pas encore réalisé. Il me disait, il faudrait vraiment créer ce nouveau monde. Il n'a pas été fait, ce nouveau monde, où il y a une vraie égalité raciale, une vraie égalité sociale. Donc voilà, c'était un peu le projet. Et ce qui était beau, c'est que même entre eux, c'est devenu une bande d'amis. Le projet les a réunis avec parfois des différences de point de vue. Par exemple, Mélodie et Souleymane n'avaient pas du tout le même point de vue sur la République. Du coup, je les ai fait dialoguer ensemble. Ils étaient presque aux antipodes. Et d'eux-mêmes, c'est comme si Souleymane a évolué dans son discours et Mélodie a aussi regardé de l'autre côté. Il y avait des choses qu'elle ne voulait peut-être pas voir. Donc voilà, un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien. Je pense qu'on voit en tout cas le lien avec cette question qu'on va débattre. Quelle place peut-on faire à la diversité dans la République ? Je pense que tu as très clairement expliqué pourquoi le projet est complètement en lien avec cette question. Stéphane, donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée comme ça des exemples concrets du travail que vous faites sur le terrain ? Moi, l'impression que j'ai eue en parlant avec vous avant cette rencontre, c'est que vous essayez tout le temps en fait de dépasser ces barrières raciales dans le quotidien. Mais voilà, en même temps, vous avez une expérience de terrain qui est intéressante sur ce qui fait obstacle et ce qui marche. Alors, du coup, je voulais juste rectifier. Je ne dirige pas le CSC, mais je suis un des responsables des 3 pôles. Enfin, c'est juste pour remettre. Et par rapport au spectacle, juste avant de répondre à la question, j'ai moi-même découvert aussi le côté colonialiste de Napoléon. Et dans le quartier où Drouot, c'était le meilleur artilleur, et Barbanègre, de savoir qu'il y a autant de logements sociaux, que ça me paraît assez dingue, en fait, de constater ça. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi ce spectacle, et je trouve qu'il y a plein de choses à y prendre. Alors sur les actions concrètes, on n'est pas forcément le centre social qui existe depuis le plus longtemps. On est d'ailleurs le plus jeune actuellement. Ça fait seulement 2 ans et quelques qu'on a relancé la dynamique sur le quartier. Mais du coup, on essaye à chaque fois de partir des demandes des habitants, de les accompagner, d'essayer de leur permettre de voir plus que ce qu'ils auraient même pu imaginer en fait. Alors sur des exemples concrets, récemment on a eu des mamans par exemple qui voulaient apprendre à faire du vélo, et du coup c'était de comment les accompagner là-dedans. Ou alors sinon il y a des jeunes aussi qui voulaient partir en voyage, mais du coup c'est comment les accompagner pour qu'ils trouvent les financements, qu'ils construisent tout le projet. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie aussi du boulot. C'est pas toujours évident. On a souvent des demandes liées à juste de la consommation, et comment on arrive à construire un vrai projet avec eux, c'est un réel défi, mais c'est très intéressant. Je sais pas si je réponds totalement à la question, mais... Oui, effectivement, c'est un bon point de départ, mais on va y revenir, et aussi aux perceptions d'identité qu'il peut y avoir des habitants de ce quartier par rapport à d'autres quartiers plus riches, qui ont une composition ethnoculturelle différente. Alain Policard, donc,
vous avez entendu ce que Blandine vient de dire, ce qu'elle fait, ce que Stéphane Ruche fait. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept, des concepts sur lesquels vous avez travaillé, notamment le postcolonialisme, le décolonialisme, la différence qu'il y a entre les deux, pourquoi c'est important et comment ça résonne par rapport à ce que Blandine fait, par rapport à ce que Stéphane Ruche fait? Je ne vais pas tout à fait commencer par répondre à ces questions-là. Je veux dire que je suis entièrement en osmose avec ce qu'a dit Blandine. Effectivement, il faut que nous changions notre imaginaire. La France n'est pas un hexagone. C'est quand on comprend déjà cette idée que la France n'est pas un hexagone, on est en mesure de comprendre ce qu'a été l'empire colonial français et le fait que, contrairement à ce que certains peuvent croire ou prétendent croire, les effets de la colonisation n'ont pas disparu sur nos structures. Il y a une philosophe qui est une de mes amies que j'aime beaucoup, qui s'appelle Magali Besson, qui a fait un livre qui s'appelle « Faire justice de l'irréparable ». Cette idée, effectivement, de faire justice de l'irréparable, c'est tout simplement considérer que les structures coloniales sont présentes dans notre quotidien par le fait que nous intériorisons effectivement des hiérarchies, que nous... On a beaucoup insisté sur, alors j'aurai une petite nuance que j'apporterai tout à l'heure, mais on a beaucoup insisté sur les identités raciales et le fait qu'il y a des gens qui sont dans l'imaginaire subordonnés à d'autres, alors que bien entendu la couleur n'est qu'un détail qui ne nous qualifie pas en tant que personne. Mais néanmoins, cette couleur, elle devient objet de mise à l'écart pendant l'histoire récente de la déliquescence de l'empire colonial. Donc je peux en venir à répondre à vos questions, mais auparavant, je veux dire, quand j'ai commencé le livre dont vous avez parlé, ah non, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on en a parlé au restaurant, sur l'inquiétante familiarité de la race, le titre en lui-même mérite d'être explicité parce que ce qui m'est apparu comme étant peut-être dommageable, c'est la référence chez ceux qui sont victimes de stigmatisation, de discrimination, la référence peut être, à mon sens, excessive à la race en tant qu'identité fondamentale. Alors, je ne nie pas qu'il existe une sorte d'affirmation identitaire chez ceux qui sont victimes du racisme, car c'est le thème sur lequel j'ai travaillé en premier et depuis le début de mes travaux sur la question du racisme. Bien entendu, on ne peut pas faire comme si ces stigmatisations et discriminations n'existaient pas. Néanmoins, la race en tant que telle, dans l'espèce humaine, ça n'existe pas. Il n'y a pas de race qui a un science scientifique donnée, il faut le redire, même si c'est évident pour nous. Mais néanmoins, il y a des gens qui sont assignés à des identités dites raciales et qui, peut-être pour retourner le stigmate, comme on dit, je suis stigmatisé, donc je revendique cette identité. On l'a vu dans l'histoire chez des penseurs comme Senghor, avec la notion de négritude, qui a été reprise par d'autres que par lui. Par Aimé Césaire, par exemple. Alors, puisqu'on parle des penseurs post-coloniaux, on peut considérer que ceux qui animent ce courant, encore que l'écriture du mot peut entraîner des sens différents. Si on écrit post-colonialisme avec un trait d'union, on fait référence à une période historique d'après la colonisation, le commencement des indépendances. Et si on ne met pas de trait d'union, alors on parle d'un courant théorique. Et ce courant théorique-là, il est au fond la reprise, dans des conditions nouvelles, de l'anticolonialisme classique. Les grandes figures, c'est évidemment Frantz Fanon. Il est impossible de parler de ces sujets-là sans la figure tutélaire de Frantz Fanon, médecin psychiatre qui s'est engagé dans la lutte pour l'indépendance algérienne. Il était antillais. Et Frantz Fanon a marqué des générations extrêmement nombreuses. Et au-delà de Frantz Fanon, dans l'histoire des grands sociologues américains noirs, il ne faut pas oublier le rôle précurseur, je prononce à la française, mais les Américains ne prononcent pas comme ça, de Dubois. DU plus loin bois. Alors les Américains disent Boyce, mais évidemment on a tendance, nous, qui c'est un nom d'origine française, à le prononcer ainsi, qui a joué un rôle très très important sur la perception justement de ces identités-là. Le postcolonialisme, donc, c'est un courant théorique qui ne sacrifie pas l'universalisme, comme vous le disiez au début, puisque au fond,
il considère que le combat pour les droits humains est un combat qui a un sens. Pour les droits de l'homme, on disait autrefois, désormais on dit de plus en plus, pour des raisons que chacun comprendra, les droits humains. Et ce combat pour les droits humains, c'est un combat qui se veut effectivement universaliste par essence. Et encore une fois, les auteurs postcoloniaux critiquent en quelque sorte l'orientation très ethnocentriste de certaines études, puisqu'au fond, c'est en Europe, et ce sont souvent des Blancs européens qui ont conduit ces études-là, et qui ont en quelque sorte provincialisé le monde autre que l'Europe. Hein. Et il y a un livre célèbre d'un grand penseur postcolonial indien, Chakrabarti, Dipesh Chakrabarti, qui s'appelle « Provincialiser l'Europe ». Donc il retourne l'idée, effectivement, de regarder l'Europe comme si c'était une simple province. C'est-à-dire retourne la façon dont le monde entier, et notamment l'Inde, pour les Britanniques surtout, mais de façon générale, l'Inde a été subalternisée, puisqu'en réalité, c'est un courant théorique qui prend source dans ce qu'on appelle le courant des Subaltern Studies, qui est un courant qui est indien à l'origine, essentiellement indien. Alors, décolonialisme, puisque vous m'invitez à répondre à cette question-là, c'est précisément ce qui est à l'origine de mon livre, parce que le courant décolonial m'a semblé vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, en quelque sorte. C'est-à-dire parce que, au nom de l'universalisme, on a commis des crimes épouvantables. Au fond, la colonisation, elle se menait avec comme idée fondamentale de civiliser. Hein, c'est la mission civilisatrice de l'Occident. Or, c'est en quelque sorte ce qui donnait bonne conscience à ceux qui colonisaient. Et le crime colonial est un crime abominable qu'on a, je crois, fondamentalement sous-estimé. Et vous le disiez, dans les livres d'histoire, tout est peu connu, effectivement. Ce crime colonial, il est temps, je crois, de le réparer. Alors, je reviens à ce que disait Magali Besson. Il faut le réparer, même si les descendants, les acteurs colonisateurs et les descendants colonisés ne sont plus là. Mais encore une fois, d'après elle, et je crois qu'elle a raison, on a une présence de ces hiérarchies dans les structures qui font qu'il y a une ségrégation à l'emploi, il y a une ségrégation scolaire, il y a des types de ségrégation implicites, en quelque sorte, qui ne sont même pas questionnés parce que finalement, on s'y est habitué. Et la façon dont la France s'est comportée, je dirais, par rapport à ses anciens colonisés, c'est une façon indigne. Elle s'est comportée de façon indigne pendant la colonisation, mais ensuite, il faut bien voir aussi que ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est quand même le règne des despotes au détriment des citoyens et de la démocratie. Et on a effectivement, et on n'en a pas fini malgré tout. Ce n'est pas comme au temps de Chirac, sans doute, ou de Gaulle, mais on n'en a pas fini avec la France-Afrique. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent et pour lesquels il faut avoir peut-être une parole forte de reconnaissance des torts. Il y a la France, il y a certains, dans l'obédience de droite, disons, sarkozyste et autres, qui considèrent que la colonisation est une faute. Macron, pour lequel je n'ai aucune sympathie, a néanmoins dit très clairement c'est un crime. Il faut dire que c'est un crime, il faut réparer ce crime, et pour le réparer, il faut des paroles fortes de reconnaissance officielle des torts. Après tout, on a mis longtemps à reconnaître la part de la République, enfin la part de la France, pardon, c'était pas la République, la part de la France dans le Veldiv en 1942. Il a fallu que ce soit Chirac qui le fasse. Ce Mitterrand en avait été incapable parce qu'il était en quelque sorte embarrassé de ses amitiés avec quelques dignitaires vichistes. Donc, en fait, il faut que par rapport à la colonisation, on ait ces paroles fortes également, et pour l'instant, je ne les ai pas entendues. Donc le décolonialisme, je termine là-dessus rapidement, le décolonialisme a peut-être tendance précisément à refuser que des gens comme moi, blancs de plus de 50 ans, puissent combattre aux côtés de ceux qui sont discriminés parce que je ne le serai pas et que parce que je ne le serai pas, je ne comprendrai pas. Alors, le décolonialisme, il a une formule que je vais expliciter, qui peut paraître compliquée comme ça, mais qui est très simple. On appelle ça l'épistémologie du point de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de vue de la victime est le seul à pouvoir être pris en considération et que ceux qui ne vivent pas la souffrance ne sont pas capables de la comprendre. Et là, on rompt avec l'universalisme. Nous sommes des frères humains, comme disait Albert Cohen, et il me semble que fondamentalement, nous sommes capables de comprendre la souffrance de l'autre, même si nous ne la subissons pas à notre chair au moment où nous la comprenons.
Blandine, cette chose que si on n'a pas été victime, on ne peut pas comprendre et on n'est pas légitime pour s'emparer d'une question comme la question coloniale, le racisme. C'est une chose que tu as peut-être un peu vécue quand tu as mis en scène Neige ou... Même, je dirais, dans Nous entrerons dans la carrière. Parce que c'était... Parce que justement, on va dire... Bon, déjà, c'est dit à un moment donné dans le spectacle, mais c'est vrai. Je pense que le travail de l'acteur et donc du metteur en scène, c'est la question de l'empathie. Comment, puisqu'un acteur normalement peut tout jouer, ça veut dire qu'il peut se mettre à la place de chacun. On est d'accord? C'est ça le travail de l'acteur. Mais c'est aussi le travail, j'imagine, enfin pour moi de tout artiste, mais c'est aussi le travail du metteur en scène. Donc c'est la question de l'empathie. Donc je suis complètement d'accord avec vous sur la question que c'est pas parce qu'on n'a pas été discriminé qu'on ne peut pas défendre le discriminé. Au contraire, même j'ai envie de dire, j'adhère à ce point de vue-là. Et à un moment donné, ça a fait débat dans le travail. Et d'ailleurs, ceux qui avaient été victimes de racisme disaient ça. Moi, je sais que par exemple, au moment de Black Lives Matter, je suis allée manifester avec eux. Même je les ai encouragés. J'ai dit, il faut qu'on y aille ensemble et tout ça. Parce que certains avaient un peu peur même de se faire arrêter. Et j'ai dit non. Et c'était pendant les répétitions. Donc on en a fait plusieurs ensemble. Et d'ailleurs, les acteurs, ils adhéraient à ce point de vue-là. Ils disaient, c'est pas parce qu'on est noir qu'il n'y a que nous qui devons aller manifester. Au contraire, aux États-Unis, la force de Black Lives Matter, c'est que justement, il y avait des Blancs à côté d'eux qui ont manifesté avec eux. Et là, du coup, ça a eu un poids parce que c'était une histoire de frères humains ensemble pour se battre ensemble. Par rapport à ce que tu disais sur la question de... Rappelle-moi la question. Oui, je pense que tu as déjà en partie répondu, effectivement. Mais je vais répondre aussi sur Neige. Par exemple, j'ai monté un roman qui s'appelle Neige d'Orhan Pamuk. Eh bien, donc du coup, c'était toute la question du conflit entre tradition et modernité. Donc, comme c'était dans un contexte turc-musulman, j'ai deux de mes actrices qui portaient le voile dans le spectacle et qui n'étaient pas des musulmanes. Et franchement, c'était hyper intéressant parce que d'ailleurs, c'était ici. Il y a eu pas mal de personnes d'origine turque qui sont venues voir le spectacle et qui ont cru que Julie Pilot, qui avait un des rôles principaux, qui avait le voile, était turque. Et elle a dit, et c'était très beau même, la rencontre entre ces femmes et Julie, parce que Julie, elle a dit, mais c'est pas parce que je peux adhérer. Et d'ailleurs, elles n'étaient pas du tout contre, elles étaient même assez fières qu'on ait fait un spectacle où j'avais mis des actrices voilées, mais c'était le sujet du spectacle que je mettais en scène. Donc, est-ce que là, ça répond Oui. Et si mes souvenirs sont bons, il y a des gens qui, même s'ils ne l'ont pas dit explicitement, pensaient que le fait de faire jouer un rôle de fille turque voilée par une actrice française blanche, c'était quelque chose qui ne leur convenait pas. Il y avait des gens qui avaient ce point de vue qui se rattache un peu au point de vue décolonial. Mais voilà. Par exemple, ce qui était intéressant, c'est que j'avais une Iranienne dans le spectacle. Elle jouait justement le personnage de la femme qui refusait de se voiler. Donc c'était deux sœurs, une des sœurs portait le voile pour des questions plutôt politiques que religieuses, la sœur qui portait le voile. Donc c'était vraiment pour défendre, on peut dire, un islam politique. Et l'autre sœur, donc, elle était contre le voile. Et l'Iranienne, l'actrice iranienne, quand je l'ai mise sur le projet, m'a tout de suite dit « Je ne veux pas jouer la fille voilée ». Et je lui ai dit « De toute façon, je ne pensais pas à toi pour Kadifé ». Elle s'appelait Kadifé, le personnage. Mais on a beaucoup discuté avec Mina. Elle m'a dit « C'est pas possible pour moi, venant d'Iran, avec ce que j'ai dû subir en Iran, et j'ai quitté ce pays. » Donc, c'était très intéressant parce que j'avais... on pourrait dire, il y avait presque un... Et Julie disait, mais t'es actrice. Si tu devais jouer Kadifé
Pourquoi tu mettrais pas le voile pour le spectacle? Et pour elle, c'était pas possible par rapport à son histoire. Ça, c'était hyper intéressant. Je lui disais, mais Mina, de toute façon, j'ai pas pensé à toi pour Kadifé, mais quand même, imagine qu'un jour ça t'arrive. Elle m'a dit, je le porterai à l'iranienne, le voile. C'est-à-dire, elle m'a dit, en montrant un bout de mes cheveux. Elle m'a dit, j'ai besoin d'être libre, même si c'est sur un plateau. C'était hyper intéressant. On n'était pas du tout d'accord avec elle. Je lui dis, ben non, imagine qu'un jour, si on te propose de jouer Hitler, et que tu dois le faire, comment tu fais alors? Donc voilà, on a eu vraiment, c'était intéressant. Dans ces deux spectacles, on a eu beaucoup de débats, on va dire, philosophiques et politiques, tout en menant nos répétitions, pour s'accorder ensemble, en fait. Pour savoir qu'est-ce qu'on défendait. Commentaire sur le voile. Oui. Non, mais très rapide, simplement. Non, beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est la même chose que de se battre pour que les femmes dans les pays démocratiques occidentaux aient le droit de le porter, et de se battre contre le fait qu'elles soient obligées dans des pays non démocratiques de le porter. C'est le même combat. Et ça n'est pas toujours bien compris. C'est tout simplement cette parenthèse. Stéphane, les personnes avec qui vous travaillez donc dans le quartier de... C'est bien Drouot-Barbanègre, hein, je ne me suis pas trompé, d'accord. Est-ce que... bon, à quoi est-ce qu'elles aspirent, et est-ce qu'à un moment, ils sont pris par... une identité, enfin leur identité d'origine. Est-ce qu'il y a ce phénomène d'enfermement? C'est voilà, nous on peut pas être comme les autres, on n'est pas accepté, donc ça provoque un phénomène de repli identitaire. Est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous essayez de dépasser ça? Bah, on le rencontre, c'est évident. Donc oui. En fait, je reviens sur la première intervention que vous avez faite sur le justement de ne pas se sentir concerné, de l'incompréhension qu'il peut y avoir par rapport aux élections, par rapport à toute la politique en France. En fait, c'est assez fort, c'est délicat. En fait, il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de... En fait, la vie se fait à travers les médias, et surtout le fait de ne pas se sentir concerné, et ben, effectivement, ils vont se rattacher à leurs repères. Et du coup, quand il y a l'aspect communautaire qui apparaît pour certains, d'autres, ça va être par rapport à une activité en particulier. Donc voilà, ça prend le dessus, mais à défaut de pouvoir, j'ai l'impression, à défaut de pouvoir vraiment participer, l'envie, elle est présente. Il y en a plein qui nous disent, ouais, on aimerait faire les choses, on aimerait sortir, on aimerait voir. Sauf que ils ne savent pas forcément où, ils ne savent pas comment. C'est un peu compliqué. Et c'est là où justement on peut intervenir en accompagnant, en essayant de faire des ponts, en faisant le lien. Et par rapport aux discriminations, alors là on centre beaucoup le sujet justement sur la couleur. Mais les discriminations, elles sont tellement larges. On peut voir la liste sur Légifrance pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, ça peut être l'âge, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être... Il y a plein de choses qui vont dans les discriminations. Et je me dis, en fait, si on prend juste les discriminations que chacun a vécues durant l'enfance, pendant la scolarité, parce que, on a tous vécu des discriminations, je pense. Je vois mal... voilà. Après, certains, c'est minime. D'autres, c'est vraiment au quotidien et ça devient vraiment un frein. Mais du coup, en fait, pour moi, il faut justement élargir la façon de voir les choses et pour se dire, bah oui, mais en fait, on est dans le même combat. On est d'essayer de créer demain ensemble. Chacun a sa façon de voir les choses, mais c'est quand même ensemble qu'il faut voir les choses. Et pour pouvoir le faire avec le public, on est obligé nous-mêmes de ne pas mettre des étiquettes, de ne pas recentrer. On est obligé d'accueillir tout le monde, c'est bien justement. Et après, je voulais rajouter aussi autre chose, c'est que du coup on est à Mulhouse, qui a une histoire très particulière, qui est vraiment une ville multiculturelle, qui a été fondée comme ça, qui a été pendant longtemps une république de Mulhouse, qui a été vraiment autonome. On a une histoire ici qui fait qu'en fait on est habitué en fait à vivre ensemble. Alors il y a encore des tensions, il y a encore plein de choses à régler, mais je pense que c'est vraiment une force qu'on a ici à Mulhouse, contrairement à d'autres villes qui ont moins cet aspect-là.
Voilà, ça c'est... Bon, je lance une piste, mais après, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Stéphane a parlé de toutes les discriminations et du fait que chacun de nous a pu vivre certaines discriminations. Et du coup, ça me fait penser à ce concept que vous développez aussi dans votre livre, votre dernier livre, de l'intersectionnalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ouais. Sur la question de discrimination, j'aurais une petite nuance tout de même à apporter. Je pense que nous subissons tous des choses difficiles dans l'existence, des vexations, des blessures narcissiques et autres. Mais une discrimination, ça suppose qu'on est discriminé en tant que. Et en tant que, c'est en tant que femme, en tant que noir, en tant qu'arabe. On n'est pas discriminé en tant que Jean-Paul Durand qui habite à tel endroit, etc. On subit éventuellement quelques vexations parce que éventuellement on est un peu rond, je ne sais pas, ou on a les cheveux roux. Mais il ne faut pas que le terme discrimination soit galvaudé, pas plus que celui de racisme. On a souvent parlé de racisme anti-jeune, de racisme anti-flic, tout ça, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ce sont des attitudes, mais ce n'est pas du racisme. Le racisme est tout à fait autre chose. Alors, en ce qui concerne l'intersexualité, on est tout à fait au cœur de la question, puisque la notion d'intersectionnalité, il faut que je le dise rapidement, parce que sinon on entend intersexualité, ce qui n'est pas la même chose. Intersectionnalité, c'est l'idée que des discriminations sont à intersection de statuts divers. Cette notion a été créée en 89 par une juriste américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui était noire et femme, et qui considérait que dans le droit américain, on tenait compte des discriminations en tant que femme, on tenait compte des discriminations en tant que noir. Quand je dis on en tenait compte, comme on en tenait compte aux États-Unis en 89. Mais enfin, c'était moins inscrit dans le droit, mais être à l'intersection femme et noir, car c'était sa problématique, il n'y avait pas véritablement de façon, juridiquement en tout cas, d'en prendre compte. C'est donc un progrès considérable, cette notion d'intersexualité, même si elle est devenue un peu un slogan qui a échappé à sa fondatrice, qui, il y a peu de temps, il y a 2 ans je crois, dans une conférence à Londres, a dit qu'on faisait de l'intersectionnalité une identité, alors que pour elle, elle mettait en avant les statuts de subordination qui étaient au cœur de cette notion-là. Donc ce n'est pas une notion identitaire. Encore une fois, le mot n'a peut-être pas été assez évoqué jusqu'à présent, mais un des grands dangers de la situation d'aujourd'hui, c'est de se replier sur les identités, de cultiver en quelque sorte une identité qui est le tout de la personne. Ce que Amin Maalouf, qui est un des écrivains que j'admire entre tous, a décrit dans un livre magnifique qui s'appelle « L'identité meurtrière ». En fait, on demande souvent aux gens, mais au fond, on lui demande à lui, il le raconte, mais au fond, qu'est-ce que vous êtes au fond, vous? Et en fait, il ne peut pas répondre à la question, parce que qu'est-on au fond? On est une multitude de choses. Et c'est lorsqu'on prend conscience du caractère multidimensionnel de notre identité qu'on évite d'en surinvestir une autre au détriment de toutes les autres. Et ce surinvestissement fait qu'au fond, on n'est plus une personne au sens fort du terme, on devient un membre indistinct d'un groupe qui partage éventuellement un combat, mais sur de mauvaises bases. Donc les identités doivent être dénoncées comme généralement une fable philosophique. Je paraphrase le titre d'un beau livre d'Ali Ben Maklouf qui s'appelle justement « L'identité, une fable philosophique ». Évidemment, nous avons des identités individuelles, mais quand on parle d'identité ici, c'est identité collective. Or, ce qui nous unit collectivement, ça peut être des combats communs, ça peut être une condition commune, mais ce n'est pas une identité au sens strict, au sens où elle déterminerait fondamentalement ce que nous sommes. Je reviens un peu sur la question du voile parce que je voudrais en profiter pour dire qu'il y a une confusion qui est souvent faite et qu'on pourrait considérer que je viens de dire tout à l'heure que j'étais favorable au port du voile. Je suis effectivement pour qu'on tolère le port du voile. Ça ne veut pas dire que quand on tolère le port du voile, comme on a parlé tout à l'heure, on y est favorable. Je dirais même que la tolérance, philosophiquement parlant, ça suppose une désapprobation préalable. On désapprouve et on réfléchit. On a des raisons d'interdire, on a des raisons de ne pas interdire. On fait ce qu'on appelle une pondération de ces raisons et on décide ou non. En 2014, on a décidé, en 2004, pardon, on a décidé
avec la commission Stasi de 2003 et la loi de 2004, on a décidé d'interdire les signes ostentatoires religieux à l'école. Bon, on aurait pu ne pas le faire. On aurait pu ne pas le faire et on aurait pu régler au cas par cas, car à mon sens, c'était pas parfaitement possible de le faire dans cette direction-là. Maintenant, je ne suis pas favorable à ce qu'on revienne sur cette loi dont les effets sont très, très difficiles à apprécier, puisque les études montrent que ça a amené une déscolarisation de filles musulmanes, d'autres montrent le contraire, et que je ne sais pas quoi penser. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que beaucoup de musulmans se sont considérés comme stigmatisés, parce qu'on parle des signes religieux, mais chacun sait bien que ce dont il était question, c'était purement et simplement le voile. Et au fond, on met une suspicion sur la possibilité des musulmans d'intégrer les principes de la République. Je dis bien les principes, pas autre chose, hein, d'accepter les principes de la République. Et cette idée-là, c'est une idée qui revient à l'époque coloniale, où on considérait qu'il y avait des gens qui étaient inassimilables. Et l'islam est-il compatible avec la République? Bien sûr que oui. Sauf que certaines enquêtes montrent que pas mal de musulmans disent qu'ils préfèrent la loi, la charia étant la loi de Dieu, et non pas ce qu'on en dit le plus souvent, ils préfèrent la charia au principe de la République. Mais vous demandez à n'importe quel croyant s'il préfère la loi divine ou la loi de la République, il vous dira, et on vient d'en avoir l'exemple avec l'histoire de l'évêque qui a dit qu'il considérait que le secret de la confession dépassait les principes de la République. Il est revenu là-dessus. Évidemment, il avait totalement tort. Ce qui devait être pris en compte dans cette histoire, c'était la souffrance des enfants. Et la souffrance des enfants prime. Les principes de la République ne jouent pas de rôle, pas plus que le secret de la confession. Mais qu'un croyant vous dise que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, quoi de plus naturel? On peut peut-être le regretter, parce que moi je suis totalement athée. Enfin, je suis totalement athée, ça ne veut rien dire. Je suis athée, point final. Mais je peux comprendre qu'un croyant considère la loi de Dieu comme supérieure aux lois humaines. Puisque les lois de la République, c'est les lois des hommes. Stéphane, est-ce que dans le travail que vous faites, vous envisagez des actions pour mieux faire connaître des cultures différentes, voilà, des Français qui ont toujours vécu en France, leur faire découvrir des cultures différentes et inversement? Est-ce que ça fait partie des choses ouais. Bah oui, on essaye de... Alors déjà au niveau des activités qui sont mises en place et des événements, il y a vraiment un mélange de public qui se fait de plus en plus, donc ça c'est super. Et même au niveau de la programmation, après sur certains événements vraiment culturels ou sportifs, il y a vraiment des propositions très variées. Après on met en place aussi, donc là je présente juste un programme qu'on a fait il y a quelques semaines à la Filature, donc merci encore à la Filature de nous avoir permis ça. C'était Densité, donc c'est des rencontres débats sur la même thématique de la laïcité, des valeurs de la République. Et où du coup, rien que là, le chorégraphe Bouziane Boutelja a vraiment fait le lien avec dans la danse, les différentes cultures, enfin, voilà, les pas, comment elles sont mêlées en fait, où il y a des bases similaires, peu importe d'où l'on vienne. Et il y a des choses comme ça donc là, on le fait avec les professionnels dans un premier temps pour que nous, on soit aussi en capacité d'aborder ça avec le public et avec des habitants. Et du coup, là, ça a été fait aussi avec des jeunes et il y aura encore 5 sessions prévues prochainement. Donc, il y a des... Ouais. Alors moi, je peux parler surtout de la partie culturelle où on utilise le levier culturel d'une part pour donner des savoirs, enfin, transmettre des savoir-faire pour offrir des moyens d'expression supplémentaires pour les citoyens, pour les habitants, les utilisateurs du centre. Et après, on a aussi le côté spectateur, on essaie de les accompagner. Alors, ce dont on avait déjà parlé par rapport au spectacle de jeudi, j'aurais bien aimé pouvoir emmener du public, mais alors du coup, nous, ça fait seulement 2 ans et quelques qu'on travaille avec eux, qu'on essaie de les accompagner. Il y en a plein qui ne sont pas encore prêts pour une forme de 3 heures. Et pourtant, j'aimerais tellement pouvoir extraire des morceaux de votre spectacle, de pouvoir leur montrer. Il y a des choses qui leur parleraient et je suis convaincu que ça créerait vraiment des belles réflexions, des beaux échanges. Mais voilà. On remarque en fait avec la programmation qu'on met en place, au bout d'1 heure,
c'est déjà une réussite de les avoir, qu'ils aient tenu jusque-là. Voilà. Mais ça vient petit à petit. Mais je veux dire, il y en a certains qui sont tellement éloignés en fait voilà, même des temps comme aujourd'hui, qu'il faut réussir à les emmener, mais étape par étape. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Alors il y a certains centres qui bossent sur ces problématiques depuis, enfin voilà, il y en a qui sont installés dans le territoire depuis une quinzaine, vingtaine, ou peut-être même plus, ça je ne vais pas m'avancer, mais qui ont déjà avancé sur cette réflexion. Après, voilà, ça vient petit à petit, et c'est quelque chose ça se développe. Justement, Blandine, pour rebondir sur ça, est-ce que ça te paraît concevable sur un spectacle comme Nous entrerons dans la carrière, de faire une forme légère qui puisse aller à la rencontre de gens des quartiers, juste 1 heure, faire un extrait qui parle particulièrement? En tout cas, il faudrait l'imaginer. Non, je pense que c'est possible. Parce que par exemple, je pense à ça n'a rien à voir, parce que c'était l'Odyssée, mais l'Odyssée, je l'ai montée avec des jeunes gens, c'est vraiment que des jeunes gens, pareil, de tout horizon, toute origine, et on en est à la 90e représentation, et on l'a joué dans des endroits très différents, aussi bien dans des quartiers de Strasbourg que dans des parcs, en plus avec le Covid, que dans des EHPAD, que dans des collèges et tout ça, et à un moment donné, j'ai fait une forme courte, c'est-à-dire de 2 épisodes, sinon c'était 13 heures. On faisait 13 heures, mais 1 heure par jour. Et ça a été très suivi. Et là, même, on m'a proposé de jouer en Tunisie. Donc, mais du coup, ça me fait un peu réfléchir. Je me suis dit, tiens... et j'ai senti que ce qui avait marché dans l'Odyssée, c'est justement le fait que je l'ai raconté. Par exemple, à Avignon, il y avait un garçon qui était du Soudan avec nous, donc on l'a fait traduire dans sa langue. Il y avait aussi un Malien. Donc à chaque fois, je le faisais de manière différente. Là, on a joué à Paris dans des quartiers, et j'avais un acteur libanais, et du coup, qui a joué des parties en arabe, parce que c'est une histoire qui appartient à tout le monde. Et comme on touchait à la question de l'exil avec Ulysse, donc voilà, c'est un peu... Donc oui, je pourrais imaginer de faire un spectacle, mais moi je pense, même avec la classe prépa, je pourrais faire des choses. Il faut juste qu'ils ont aussi des concours, mais on pourrait imaginer faire des choses justement ici. Mais d'ailleurs, on peut dire que quand l'Odyssée a été créée au Festival d'Avignon, il y avait des amateurs d'Avignon, et une de ces amatrices est maintenant dans la classe prépa. Je n'avais pas fait le lien, elle est là voilà. D'ailleurs. Voilà. Bon, avant de passer la parole, de commencer une discussion, Alain Policar, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du projet cosmopolite? Le cosmopolitisme est comme horizon qui réconcilierait l'universalité de la République française en particulier, mais pas que, avec la reconnaissance des particularités culturelles. Oui, alors ça va être difficile de parler du cosmopolitisme qui m'occupe depuis de nombreuses années en quelques mots. Le cosmopolitisme, c'est une tradition philosophique très ancienne, puisqu'on peut la faire remonter aux stoïciens. C'est l'idée qu'on n'est pas simplement membre d'une cité donnée, mais on est aussi membre de l'espèce humaine. Et que l'appartenance à l'espèce humaine, finalement, est plus importante que l'appartenance à une cité donnée. Alors, évidemment, en disant ça, je ne dis pas grand-chose, mais il y a néanmoins une dimension morale qui est extrêmement importante dans le cosmopolitisme. Il s'agit, en quelque sorte, d'imaginer d'autres appartenances que la nôtre. Au fond, c'est faire un acte que l'intelligence nous permet de faire. Les hommes, ou les êtres humains, sont capables de faire cette opération de désappropriation qui consiste à dire, on dit en philosophie de se désencombrer de soi, qui consiste à dire « j'aurais pu naître ailleurs, j'aurais pu être un autre », car au fond, c'est un pur hasard que nous soyons nés là où nous sommes nés. Et si nous étions nés ailleurs, nous serions fortement différents de ce que nous sommes. Prendre conscience ne serait-ce que de ça, c'est extrêmement important. Alors après, il y a une dimension politique du cosmopolitisme qui n'est pas très intéressante ici, mais qui consiste à ne pas
Moi, j'ai une expression que j'emprunte à quelqu'un dont le dernier livre traduit est sur le présentoir. C'est un des philosophes qui m'inspire le plus, qui s'appelle Kwem Anthony Appiah, qui parle de cosmopolitisme enraciné. Il ne s'agit pas de dire par le cosmopolitisme qu'on n'est pas membre d'un lieu donné. Il ne s'agit pas de renoncer, comme si elle n'existait pas, à ce qui nous a déterminés à être ce que nous sommes. Mais néanmoins, il faut aller au-delà de tout ça et se rendre compte qu'au fond, la condition humaine, c'est une condition que nous partageons par notre essentielle vulnérabilité. Et comme le dit Achille Mbembe encore, un philosophe, excusez-moi des citations des gens que j'aime, pour moi la philosophie c'est un exercice d'admiration, donc j'aime bien citer les gens que j'aime. Achille Mbembe nous dit nous sommes tous des passants. Quand on prend conscience que nous sommes tous des passants, que le caractère tragique de l'existence est bien plus important que nos petits tracas ou nos petites identités, alors on fait un effort considérable vers l'état d'esprit du cosmopolitisme tel que je le conçois, la vulnérabilité commune. Je peux encore dire un mot, mais qui ne concerne pas cette question-là. Ça concerne la question très vaste des discriminations. Il y a un bon exemple, si vous voulez, pour bien comprendre ce que sont les discriminations que subissent les gens qui sont racisés, car moi j'utilise le terme sans la moindre difficulté, contrairement à certains conservateurs se réclamant de la République et considèrent ce terme comme étant un terme particulariste qu'il faut rejeter. Quand on parle du racisme anti-blanc, il y a eu en 2005 un texte signé par des gens que j'exècre particulièrement, halte au racisme anti-blanc, halte aux ratonnades anti-blanc, ce qui est particulièrement nauséabond quand on sait ce que sont les ratonnades. Autrement dit, il fallait s'occuper aussi de ce que subissait Pierre ou Paul dans le fait qu'il pouvait être insulté en tant que blanc. Eh bien tout ça c'est très important parce que c'est une question de définition. Quand on le premier mot de l'exercice intellectuel, même pas de la philosophie, c'est la définition. Alors, quand on dit le racisme anti-blanc n'existe pas, ce que je dis de façon provocatoire et que je vais démontrer maintenant, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Bon, oui, enfin quoi ? Tu n'as jamais été victime d'insultes, de coups, tu ne connais pas quelqu'un qui l'a été parce que blanc ? Eh bien oui, sans doute. Mais si on considère le racisme à sa dimension d'attitude ou d'idéologie, évidemment, il y a des idéologues anti-blancs, il y a des gens qui disent sale blanc, hein, ou sale français, ce qui revient bien souvent au même. Tout ça sont des attitudes. Alors, de ce point de vue-là, il serait stupide de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est de considérer que le racisme, c'est un système d'exploitation. Or, dans ce système d'exploitation, donné par l'expression racisme systémique, eh bien, les Blancs, en tant que Blancs, ne sont pas, dans des pays démocratiques à majorité blanche, évidemment, ne sont pas victimes de racisme. Aucun Blanc ne vous dira « je suis victime de racisme en tant que Blanc dans le pays où je suis Blanc majoritairement ». Et ça, encore une fois, c'est une simple question de définition. Le système versus l'attitude, l'idéologie éventuellement. Bon, je vais finir par une dernière question, peut-être avant de passer la parole aux personnes présentes ici. On vit une grande crise écologique qui est très grave, hein, je pense, on est tous plus ou moins conscients de ça. Et cette crise écologique traverse les frontières. Hein. On peut espérer que c'est un moyen de rassembler les hommes par-delà les frontières, les couleurs de peau, les origines ethnoculturelles. Ça peut faire partie d'un projet universel qui rassemble les hommes autour de cette cause commune ô combien importante parce que, d'une certaine manière, la survie de nos sociétés en dépend, quoi, hein. Est-ce que c'est quelque chose... Bon, je pose la question à Stéphane, mais je vous poserai la question aussi à Alain Poliqueur et à Blandine. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez, vous pouvez travailler, cette prise de conscience écologique? Et est-ce que ça peut être un moyen de faire prendre conscience qu'on appartient à l'humanité au-delà des races, quoi? Je pense que déjà, on est tous un peu convaincus au niveau des utilisateurs du centre. Enfin, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. En fait, on a tous cette sensibilité, surtout dans l'équipe où
on est dans cette démarche. Après, je voulais, par rapport justement à l'actualité, revenir sur, en partant du spectacle, où du coup, il y avait vraiment cette question de, on veut du pain et du vin. Et en fait, au niveau rien que ce qui a déclenché la Révolution française, ça vient en grande partie de la météo qui était très dure. Donc là, par exemple, à Mulhouse, c'était en décembre 1788, donc juste avant la Révolution, où il y a moins de 31 degrés qui a été constaté. Et du coup, il y avait la Seine qui était gelée pendant 56 jours d'affilée. Enfin, c'était vraiment... Et voilà, l'année 88, il n'y a quasiment pas eu de récolte. Donc, le prix du pain a triplé, le prix du vin a doublé. Et aujourd'hui, on est aussi dans des questions climatiques où forcément, on va avoir les mêmes problématiques et les tensions qui vont revenir. Et là, c'est pas le prix du pain actuellement, c'est le prix de l'essence. Mais après, la question, en fait, voilà, donc ça rapproche aux gilets jaunes. Mais si on met tout sur cette question-là, on passe à côté de toutes les vraies discussions qui sont autour de la souveraineté, des choses comme ça. Parce qu'en fait, et c'est ce qu'on ressent dans le quartier aussi, et c'est la première chose qu'on a vécue en arrivant. Donc, en fait, au Drouot, il y a 2 zones. Il y a le nouveau Drouot, l'ancien Drouot. Et le nouveau Drouot, quand on est arrivé, ils avaient déjà décidé de le raser. Et la première chose chez les habitants, c'est on nous a rien demandé. Enfin voilà, de se sentir exclu. Et cette sensation, en fait, de se sentir exclu des décisions, c'est quelque chose qui est, peu importe la couleur, on est tous concernés. Et sur plein de thématiques. Et je pense que ça, c'est vraiment... Alors, même si, heureusement, il y a des services de collectivité ou autres qui commencent à vraiment s'en saisir. Donc je pense par exemple à l'Agence de la participation citoyenne qui demain aura un événement qui donne la place aux citoyens d'avoir plusieurs points de vue. Et là, on a la diversité des points de vue. Donc si vous voulez y aller, c'est entre 10h et 18h au niveau de Porte-Jeune, Avenue de Colmar et Place Franklin, mais où on a plusieurs points de vue. Un emplacement vu par les femmes, un emplacement vu par les jeunes, un emplacement vu par les familles. Donc voilà, ça vient, il y a de plus en plus de possibilités, enfin voilà, c'est pris en compte, mais il faut faire attention, parce que du coup, je me souviens par exemple je sais plus comment on appelait ça, le débat Libération qui a eu lieu ici à la Filature. Moi je suis sorti frustré, je me suis dit mais il est où le débat ? Donc j'espère que vous participerez juste après et que vous prendrez effectivement la parole, qu'il puisse y avoir un vrai échange et que ça ne soit pas juste nous devant qui prônons des idées, qu'il puisse y avoir des vrais échanges. Et j'espère que parmi vous, il y aura aussi des personnes qui viendront tout à l'heure pour qu'on puisse vraiment essayer de construire ensemble, de pouvoir... parce que voilà, même si on dit ouais, c'est bien beau de dire il faut que ça vienne d'en bas, il faut que... voilà, on a l'occasion de le faire et il faut s'en saisir, je pense. Blandine, est-ce que tu peux dire 2 mots sur comment la question écologique est venue dans le spectacle ? Nous entrerons dans la carrière, ce que ça a pu provoquer, je sais pas. La fin du spectacle, il y a une épidémie. C'est dans le siècle des Lumières. Donc c'était étonnant pour nous quand on a découvert le roman, parce que je me disais, ça touche à tout. C'était incroyable même comment il a été visionnaire. C'est-à-dire que, comme Victor Hugues, il saccage les forêts, on va dire, en Guyane pour faire des palais, etc. On comprend aussi que la forêt se venge. Et du coup, amène un mal inconnu. Et quand on a lu le roman, c'était en plein Covid. D'accord ? Donc, toute la question écologique se pose parce qu'on peut dire que le Covid est venu aussi parce qu'on a tellement détérioré la nature, et ça, on sait de plus en plus, que du coup, et tout ce que l'on fait avec les ventes d'animaux sauvages, c'est-à-dire on les enlève de leur écosystème, et c'est comme ça que les maladies se propagent. Mais ça fait longtemps qu'on le sait, ça. Sauf que ça, c'est un peu mis sous le... Enfin, on ne le dit pas complètement. Il faut aller fouiller l'information. Donc, ça, c'était... Du coup, on a soulevé cette question-là. Et aussi parce que les jeunes gens du projet, certains plus que d'autres, mais ça a débattu, sont très sensibles à cette question-là parce que c'est comme s'ils savent qu'ils n'ont pas de futur, que la planète est foutue. D'ailleurs, une des filles dans un des monologues intérieurs qui est filmé le dit.
Elle a dit à quoi ça sert. Elle dit de toute façon, elle ne le dit pas comme ça, mais en gros, elle dit si je disais vraiment ce que je pense aux gens de mon âge, de toute façon, ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Je pense au monologue de Claire, quoi. Donc, ils en avaient conscience, même certains, c'était intéressant, mais je pense à 2 de mes anciens élèves sont devenus végétariens et ils sont dans le spectacle pour des questions écologiques. Donc, ils le prennent vraiment, et ici aussi d'ailleurs. J'en ai plusieurs dans la classe prépa. Donc, je vois très bien que c'est une question qui est au cœur de leur problématique, beaucoup plus qu'on ne pense. Et souvent, les adultes ou les gens qui dirigent ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas entendre que les jeunes gens sont beaucoup plus concernés. Donc après, dans les répétitions, ça a été hyper intéressant parce que je les ai mis parfois face à leurs contradictions. Les coca, par exemple, je dis, bah, tiens, c'est marrant, alors toi, t'es contre, enfin, tu soulèves les questions écologiques, mais tu bois sans arrêt du coca, tu fais pas ton tri de poubelle, tout ça. Je te dis pas que ça va sauver la planète, mais c'est peut-être tous ces petits efforts. Donc, on avait des débats sur ces questions-là, quoi. Très ouverts. C'est vraiment, et c'est pareil, il y a eu des prises de conscience. Ils sont très sensibles, par exemple, à Greta Thunberg. Vraiment, ça leur parle. Ils me disent heureusement qu'elle est là, heureusement qu'elle a cette dimension internationale, etc. Voilà. On y a pensé aussi, je dois dire qu'on a fait attention dans notre décor à être éco-responsable. Dans la question le scénographe Whitney et moi aussi. Donc on a fait attention à toutes ces questions-là. Alors, je précise, je pense qu'il n'était pas dans une attitude de no future. Hein, donc, non, en fait, ce qu'elle a dit dans son monologue intérieur, et vraiment c'est une phrase que j'ai trouvée très belle, qui est dans la pièce. Elle dit à un moment: à quoi sert l'espérance de vie si 80 ans de flemme valent mieux que 30 ans de combat? Donc, parce qu'elle dit qu'est-ce que je peux dire aux gens de mon âge? Ouais. Oui, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que je peux leur dire pour leur donner de l'espoir. Oui, pour leur donner de l'espoir. Alors qu'il n'y a pas d'espoir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans nos futurs. Mais je pense qu'ils sont lucides. Et ils ne se disent pas que c'est foutu. Mais ils se disent il faut qu'on prenne la chose en main, mais on ne nous donne pas la possibilité de la prendre en main. Donc, voilà. Donc, Alain Policar, je suis d'accord évidemment avec ce qui a été dit. La dimension écologique, ça exemplifie au fond l'idée que le cosmopolitisme est une théorie de la justice globale. C'est-à-dire qu'effectivement, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières de la France, la crise du Covid ne s'est pas arrêtée à tel et tel endroit, elle est une pandémie mondiale. Donc effectivement, de ce point de vue-là, les choses sont extrêmement claires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent opposé, à l'époque des Gilets jaunes que vous mentionniez il y a un instant, la divergence entre ceux qui se préoccupent de la fin du monde et ceux qui se préoccupent de la fin du mois. Et en réalité, on voit bien que la question des inégalités est au centre de la crise écologique. Donc, de ce point de vue-là, mais je ne veux pas développer parce qu'il est extrêmement tard, tard par rapport à l'heure que nous étions assignés, mais la crise écologique, c'est véritablement le moment de percevoir, plus que jamais, que nous sommes dans le même bateau. Enfin. Bon, on va ouvrir le débat avec ceux qui sont là. Si quelqu'un a quelque chose à dire, une question, je vous en prie, allez-y. C'est le moment. Oui. Bonsoir. Enfin, bonjour ou bon après-midi. Je m'appelle Mohamed. Enfin, pour l'instant, parce qu'il y a il y a un débat de rebaptisation des prénoms. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup le sujet sur la discrimination, parce qu'on travaille aussi dessus et qu'on donne des interventions dans les collèges et lycées avec notre association aux arts citoyens. J'aimerais revenir sur ce que disait Madame, sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de représentants noirs dans l'histoire. Et on pourrait se poser cette question-là. Moi, je viens de La Réunion, qui a une histoire très importante sur l'esclavage. Et j'étais obligé de chercher, moi, l'histoire des Mussards, des Nègres marrons, des Cafres, etc., que je n'avais pas appris à l'école. J'avais beaucoup plus appris l'histoire de Napoléon, effectivement, ou de Louis XIV. Et je me suis posé aussi cette question, pourquoi, à un moment donné,
il y a une culture, il y a une sculpture de Colbert et qu'il n'y a pas de plaque d'une rue Bellay, par exemple. Je me suis posé cette question-là. Est-ce que je peux poser toutes les questions une fois, comme ça je ne prends plus la parole. Le racisme anti-blanc, je le vois aussi. En tout cas, j'en entends parler à chaque fois que je fais les interventions et qu'on parle de discrimination. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de la loi, effectivement, des 25 critères de discrimination qui existent. Il y en a 25. Ça nous permet d'avoir une ligne, une limite, en tout cas une ligne directrice. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces discriminations ou dans ces confrontations, on se rend compte qu'on peut être discriminé et discriminant en même temps. Et effectivement, moi, par rapport à votre discours, effectivement, il y a le racisme systémique et le racisme, enfin en tout cas, comme vous dites, ce racisme anti-blanc. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que je dis moi aux jeunes qui le vit, ce racisme anti-blanc, qui le vit et qui le ressent? Je ne peux pas lui dire, quand il va me poser la question et quand il me dit c'est injuste, parce que comme Bamboula, moi, sale français, je l'entends très mal et je le vis très mal et je l'entends en longueur de journée. Je ne peux pas lui dire, écoute, ton racisme, il est moins important, ou ton racisme, il existe, mais bon, il est peut-être pas, il est pas systémique. Donc, voilà, quel discours je pourrais donner, parce que je suis obligé d'écouter ce racisme-là et je l'entends, parce que son mal, il le dit. Et peut-être que c'est un mal très fort. Voilà, ma question pour vous, ça serait ça. Qu'est-ce que je lui réponds, moi, à ce jeune? J'aimerais aussi venir sur le fait, vous avez parlé de la victimisation. Le fait, est-ce qu'on est victime? Est-ce que quand on est victime, on peut parler, on peut dire, on peut être contre la discrimination? Ou même un petit peu plus, moi je parlerais plus de l'esclavage. On a l'impression que défendre l'esclavage, être noir, ça légitime le fait de défendre l'esclavage. En fait, pour moi, défendre l'esclavage, c'est défendre l'humanité, et tout le monde peut le faire. Et que ce combat-là, en fait, c'est le combat de tous, et on est tous victimes, qu'on soit noir ou blanc. Enfin, défendre l'abolition de l'esclavage, pardon, excusez-moi. Comme le fait... l'abolition de l'esclavage, comme le fait de défendre les autres causes. Pour moi, on est tous dans le même bateau, et je trouve dommage qu'on puisse utiliser ces crimes pour mettre les uns contre les autres, et qu'il y ait des personnes qui utilisent ça pour pouvoir différencier les gens. Et pour finir, je vais finir là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que ce fléau de la discrimination, ou en France en tout cas, c'est pas un fléau politique, parce que finalement, est-ce que j'ai pas plus de points communs? Il n'y a pas plus de points communs qu'un gosse qui habite à la ZUP et quelqu'un qui habite au Réberg, que je sais pas, s'il est d'origine sénégalaise, il n'a pas plus de points communs avec la personne qui est ici que la personne qui est au Sénégal. Et celui qui est au Réberg, et peut-être qu'il a des origines scandinaves, est-ce qu'il n'a pas plus de points communs avec le gosse qui habite à la ZUP que celui qui habite en Scandinavie? Voilà. Est-ce que c'est pas finalement un problème politique? Parce que je vais juste récapituler les 4 questions et après je vous laisse la parole. Donc il y avait la question du fait que, effectivement, dans notre histoire, dans l'espace public, il n'y a pas de symbole non blanc qui permettrait à des gens originaires de l'outre-mer ou des anciennes colonies de s'identifier à la République. Ça déjà, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors après, il y avait la question du racisme anti-blanc, où vous dites... D'accord, j'entends bien qu'il y a le racisme systémique, et puis voilà, mais qu'est-ce que je dis moi concrètement à un jeune blanc qui vit, qui a à un moment subi une attaque en tant que blanc, voilà. Alors après, la question de l'universalité dans la lutte contre les discriminations raciales et l'esclavage, ça devrait appartenir à tout le monde. Pas seulement à des gens qui ont vécu ça. Et puis, est-ce que finalement, les discriminations, c'est pas un fléau politique? Est-ce que les discriminations ne sont pas plus sociales que raciales, quoi,
Bon, je résume. Hein, donc c'est pas. Alors moi j'entends que vous dites non, c'est pas ça. D'accord. Souvent c'est les politiques qui créent et les médias. C'est ça? Moi, ce que je disais, c'est que est-ce qu'il n'y a pas plus il n'y a pas plus de lien entre les gens qu'on veut bien nous faire croire. Voilà, c'est plus ça. Bien, mais... Oui, alors sur la première question, il se trouve que le président de la République a nommé une mission qu'il a confiée à quelqu'un qui est spécialiste des questions de la colonisation et du colonialisme, qui s'appelle Pascal Blanchard, pour précisément aller dans le sens que vous souhaitez. Il va y avoir un grand mouvement dans les mois, les années à venir, où des noms de rues seront attribués à des femmes, à des gens qui ont été colonisés, etc. Puisque les femmes sont aussi parmi celles qui sont victimes de l'histoire. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est quand même quelque chose de massif. Donc ça va être fait. C'est tardif, j'en suis bien conscient. La deuxième question, écoutez, c'est très difficile de répondre à des questions de ce type, hein, d'autant plus que moi je ne suis pas confronté à cela quotidiennement comme vous l'êtes. Mais je crois qu'il faut toujours faire un petit détour par l'histoire. Et il faut demander, mais sans agressivité bien entendu, mais ça vous le savez mieux que moi, à la personne qui estime que le racisme anti-blanc c'est quelque chose qui a une consistance quelconque, dans l'histoire de l'Occident majoritairement blanc, donc comme on le sait, de l'Europe ou des États-Unis, voire de l'Australie et de l'Océanie, et de la Nouvelle-Zélande, pardon, est-ce que des blancs ont été eux-mêmes, en tant que blancs, victimes de discrimination durables qui ont éventuellement modifié considérablement leur parcours de vie, leur chance de parvenir à ce qu'ils souhaitaient. Or, il est évident que la réponse est claire. La personne que vous interpellerez n'aura pas de réponse à vous donner sur ce point-là. Il est extrêmement simple de voir que les Noirs ont vécu des choses que l'histoire reconnaît mal, et ça c'est important de le dire, mais qui sont quand même assez bien connues, ne serait-ce que la traite, effectivement, et puis la colonisation. Les Blancs n'ont pas été victimes de tout ça. Et donc, il faut essayer peut-être aussi de dire que l'insulte ne s'adresse pas tellement à lui en tant que Blanc, mais à lui en tant que Xavier, Pierre ou Paul. Peut-être que c'est lui qu'on n'aime pas trop. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu? Bon, encore une fois, je ne vais pas faire la psychologie sommaire, je ne suis pas capable. Troisième question. La lutte contre les discriminations, l'esclavage, oui, l'héritage de l'esclavage ne devrait... Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui appartient à tout le monde? Bien sûr, il y a un effort historique à faire extrêmement important. Ça, j'en ai, je crois, parlé assez abondamment. Oui, il faut que notre histoire ne soit pas simplement nos ancêtres les Gaulois. Ça, c'est bien clair qu'il faut absolument que les livres d'histoire soient profondément remodelés. Ce travail commence à être fait. Mais on en est encore assez loin, à mon sens. Et quant à votre idée que je partage totalement, c'est qu'en fait, les discriminations touchent les gens bien souvent dans leur statut social, beaucoup plus que dans leur statut identitaire, assigné à une couleur donnée ou à une ethnie donnée. C'est dans effectivement le social que s'enracinent les discriminations. Et je crois qu'il faut bien comprendre d'ailleurs que social et racial au sens, encore une fois, théorique du terme, social et racial ne s'excluent pas, on en vient au fait que les handicaps se cumulent. Mais fondamentalement, la solution, elle est dans le social, dans le politique et dans le social. Vous voulez dire, c'est pourquoi, quand on va parler d'esclavage, un blanc va plus culpabiliser. Pourquoi il y a cette culpabilisation-là, alors que c'est l'histoire de tous? Et pourquoi... Non, il y a eu une traite négrière qui a été faite effectivement par des Arabes, ça c'est vrai. Qui a été extrêmement importante, il faut le reconnaître. Il ne faut pas nier l'histoire. Mais enfin, que des Noirs aient pu éventuellement faire aussi de la traite d'individus pour les esclavagiser, c'est exact également. Mais l'ampleur du phénomène n'est pas le même. Enfin, reconnaître que les Noirs sont aussi dans l'histoire, à un moment donné, partie prenante d'un avilissement de la condition humaine, bien sûr, oui, il faut le faire. Là, vous parlez du passé, mais je parle d'aujourd'hui. Quand je parle avec une personne qui est blanche, pour moi, elle n'a pas à culpabiliser parce que c'est l'histoire de tous. On est tous victimes, en fait, de ça. On est tous victimes du fait que dans notre humanité... Je parle de réparation. Oui, peu importe. En fait, on est tous victimes de l'histoire de notre humanité. Et c'est pareil pour la Shoah. Je suis aussi victime de ça, pour moi.
C'est difficile d'aller jusqu'au bout de votre logique, parce que ça supposerait que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, victimes de ce qu'ont subi les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ou avant, parce que l'antisémitisme, ce n'est pas simplement la Seconde Guerre mondiale. Non, il y a une spécificité de la haine anti-juive, comme une spécificité de la haine anti-arabe ou anti-musulmane, d'ailleurs, parce que je pense qu'aussi il y a une haine anti-musulmane et anti-noire, bien évidemment. Non, je ne crois pas qu'on puisse raisonner comme ça. Ça me paraît diluer un peu la difficulté et faire en sorte que finalement plus personne n'est responsable de rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre approche. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que je suis positivement impressionné par le fait que vos points de vue que vous venez d'exprimer viennent de quelqu'un qui vient de la Réunion, donc une île qui porte si bien son nom et qui peut-être est un modèle pour, en tout cas, quelque chose qu'il faudrait étudier pour le cosmopolitisme qui pourrait être une aspiration pour le futur. Oui, je dis ça parce qu'il se trouve que j'ai aussi des liens avec la Réunion et que c'est un endroit que j'aime particulièrement. Je ne sais pas si vous voulez réagir à l'une ou l'autre des choses qui ont été dites. Alors, sur la première question, j'ai déjà oublié, mais ça, je ne pourrais pas apporter grand-chose, j'ai l'impression. Sur la deuxième, c'est un peu délicat, en fait, c'est du cas par cas à chaque fois quand on est confronté à une problématique. Mais par contre, le questionnement, de le développer avec le jeune, de comment tu le ressens et comment, pourquoi ça t'affecte, et de le faire réfléchir là-dessus pour que la fois d'après, lui-même, il arrive à poser la question à celui qui lui envoie ça. De lui dire, mais attends, mais pourquoi tu me parles de ça comme ça? C'est quoi ta blessure? Pourquoi tu es agressif? En fait, de réussir à l'emmener dans ce questionnement, ça lui donne un moyen de plus de lui se défendre par la suite. Après, je rentrerai pas dans Bon, j'ai plus la télé, et tous ces termes, pour moi, c'est les médias qui les véhiculent, quoi. Après, le racisme anti-blanc et tout ça, pour moi, ça me dépasse un peu. Je préfère même faire abstraction de tout ça et de me dire, ça fait pas partie de ma réalité et je vois pas les choses comme ça, donc j'avance sans. Et par rapport à la troisième question, tu peux juste la... Pardon. Oui, après ça revient un peu sur la même. Ouais. Bonjour. On m'entend? On m'entend? Ok. Alors, pour commencer, juste une question un petit peu à tout le monde. Stéphane, c'est ça? Il y a Stéphane qui est responsable dans un centre socioculturel au quartier du Drouot. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui viennent de quartier ou autre? Ok. Je viens aussi de quartier personnellement. Et je trouve que c'est dommage, parce que moi, je sais même pas je vais pas vous dire que je sais pas ce que je fais ici, mais on m'a présenté, j'appelais ça une assise, cette réunion. Comme on m'a dit, il y avait des personnes intelligentes et vous allez parler. On m'a juste dit ça et... Pardon? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'en fait, c'était pas... On dirait un petit peu, c'est dans l'ombre, c'est secret. Enfin... Ici, elle est. C'est quoi le... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer clairement qu'est-ce qu'on fait? Ok. Qu'est-ce qu'on fait et dans quel but? D'accord, donc je vais essayer de le dire. Après, il y a les gens du théâtre aussi qui peuvent le dire. Donc, Blandine Safetier a mis en scène une pièce de théâtre qui a joué ici il y a 2 jours. Et cette pièce raconte un moment particulièrement important de la France, de l'histoire de la France, qui correspond à la création de la République française, donc 1792-1794, et cet événement particulièrement important qui est que dans cette Révolution française, il y a eu une abolition de l'esclavage en 1794, et 8 ans plus tard, Napoléon a rétabli l'esclavage. Et donc,
pour Blandine Savetier, c'est important de revenir sur cette histoire parce que ça permet de voir différemment la République. À ce moment-là, au début de la République, il y avait un élan égalitaire de générosité qui a fait que ces gens qui dirigeaient la France à l'époque ont décidé vraiment que si on dit égalité, il faut aller jusqu'au bout des principes. Et donc, ça veut dire on abolit l'esclavage, égalité entre les races, etc. Voilà, donc ça, c'est le projet de Blandine Savetier, la pièce qui a été jouée. Et le théâtre a souhaité faire un débat après la pièce pour parler de ça et du rapport entre ce moment de notre histoire qui est mis en jeu dans la pièce et aujourd'hui, éventuellement, est-ce qu'il y a un rapport, qu'est-ce que ça permet de dire, sur comment nous, on se rattache à cette République. Sachant que cette partie-là de notre histoire, elle est généralement ignorée, elle n'est pas enseignée à l'école. Voilà. Donc c'est comme ça, je pense que le débat est venu, quoi. Mais en soi, je dirais que l'échange permet d'apprendre et on se nourrit des expériences des uns et des autres. Ce que Mohamed nous a raconté est quelque chose qui est riche d'enseignement pour chacun de nous. Donc si vous aviez un témoignage, nous l'aurions aussi écouté. Là, ce que vous êtes venu faire, c'est à vous qu'il faut le demander, c'est pas vraiment à nous. Moi, je ne sais pas dans votre tête, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais nous, on a essayé de répondre à des interrogations sur la diversité et son rapport dans la République, enfin la façon dont la diversité habite la République. C'est un débat qui, évidemment, est un débat entre des gens qui ont réfléchi et qui, peut-être, en réfléchissant, disent des choses qui ne vous parlent pas, mais c'est à vous de nous dire ce qui ne vous parle pas et on fait l'effort. Donc, encore une fois, c'est un échange dans ce moment aussi de cordialité. Enfin, de cordialité, c'est pas mal. Du coup, je vais essayer de réfléchir un petit peu. Et si jamais ce que vous quatre avez dit, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a permis de réfléchir et faire écho sur d'autres situations que j'ai vécues. Vous avez parfaitement répondu à la question que je me posais. Okay. Je ne suis pas venu jusqu'ici et je suis juste là pour être présent. Je ne fais pas juste acte de présence. J'en ai tiré un enseignement. Merci beaucoup. Je vois deux... Ouais, d'accord. Donc du coup, je fais partie des personnes qui ont organisé cette table ronde. Et en effet, il y a deux moments. Il y a l'idée là de pouvoir échanger ensemble et on pose une question et on voit comment on peut chacun, de par vraiment des recherches universitaires ou des expériences de terrain et vos témoignages de terrain, comment on peut essayer d'avancer ensemble et peut-être après de trouver des solutions aussi. Et puis il y a cette deuxième petite partie où j'ai dit au début qu'on pouvait se prendre un temps, donc après qu'on ait eu ce temps d'échange table ronde, pour par contre discuter ensemble de ce qu'on peut constituer un groupe de personnes motivées qui auraient envie d'aller un peu plus loin dans l'expérience et là de voir concrètement comment on pourrait créer une petite assemblée enfin, voilà, de Mulhousiens qui auraient envie de voir ce qu'on peut en faire, comment ça peut insuffler aussi dans ce lieu de théâtre et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour réfléchir à ces questionnements-là. Voilà. Donc mais ça, c'est à construire en fait. On ne peut pas le faire, c'est vraiment des idées, des envies qu'on a, mais justement, c'est en voyant s'il y a des gens qui viennent et qu'est-ce qu'eux ont comme question ou comme envie qu'on peut voir ensemble. C'est pour ça que ça peut paraître aussi très large et ouvert, parce qu'on ne peut pas décider, nous, pour les autres, de quoi ils ont envie de parler et comment ils veulent l'incarner. Voilà, peut-être pour compléter. Je ne sais pas si ça répond, mais... Bonjour, je m'appelle Aaron, j'ai 21 ans, je suis élève de la classe préparatoire. J'aurais juste une question, puisque j'ai entendu que vous vous occupiez de jeunes dans un quartier, d'une association. Moi, personnellement, j'ai grandi dans un quartier et je faisais du théâtre dans mon quartier. Et en grandissant, j'ai compris que j'avais un peu un retard en matière de culture et les personnes qui viennent de quartier, souvent, n'ont pas accès à la culture comme d'autres l'ont. Je voulais savoir qu'est-ce que vous mettez en place dans votre association pour qu'ils aient un accès égal à d'autres personnes. C'est une très bonne demande. Alors concrètement, au niveau du Centre social et culturel de Rouault, on essaie de faire un maximum d'événements déjà. Du coup, par exemple, pendant l'été, pendant les 2 mois, il y a des animations de rue un peu partout. Et tous les vendredis, donc c'est les 8 vendredis de l'été,
un événement culturel. Donc ça peut être un concert, un spectacle, des contes, de la musique, voilà, c'est assez varié. Et on a un grand temps fort chaque année, où là ça s'appelle la fête des Navigars. Donc là c'était la 3e édition, où du coup il y a de l'art vivant, il y a des animations sportives. Alors conteur, il n'y a pas eu cette année, mais c'est déjà arrivé. Des concerts aussi. Donc là, par exemple, cette année, on a eu Napoléon, mais Napoléon Da Legend, qui vient de Brooklyn, avec DJ Scrib, entre autres. Mais, donc voilà, on essaie de diversifier la programmation et de la rendre la plus accessible possible. Cette année, on a eu un peu la difficulté avec le pass sanitaire, mais voilà, il fallait jouer le jeu. Les autres années, c'est vraiment... c'est tous les événements qu'on organise, on essaye de plus en plus de les faire en plein air pour que ça soit encore plus accessible, mais tout est gratuit. Après, au niveau des animations, des temps forts, donc on essaye, donc c'est soit sur des périodes de vacances, donc là récemment on a travaillé autour du torchis pour des techniques traditionnelles de construction, et du coup là on a eu des mamans qui se sont données à cœur joie, parce que du coup ça leur rappelait des matériaux de construction qu'elles ont vécu dans leur enfance dans leur pays. Et après on a eu aussi des ateliers autour du mapping, du street art. On essaie de diversifier au maximum. Et on a aussi des ateliers de théâtre en lien avec la filature, donc, et avec la bibliothèque du quartier. Donc ça c'est aussi, alors c'est pour des petits groupes, mais voilà, petit à petit on arrive quand même à mettre en place. Et alors il y a certains centres sociaux ici à Mulhouse qui sont moins habitués, où dans leurs équipes ils n'ont pas forcément des personnes qui sont issues du milieu culturel. Personnellement, je suis plasticien avant d'être au CSC, donc j'ai mon atelier à Motoko. J'ai toujours vécu dans ce milieu de la création, j'ai toujours été à mon compte. Et là, je me suis dit, bah voilà, là c'est un sacré défi, et il faut que je puisse partager aussi, il faut qu'il puisse y avoir cette transmission. Et après, voilà, ça fait partie d'individus. Je ne suis pas le seul, heureusement. Il y a plein d'acteurs. La ville, il y a le service culturel aussi qui développe énormément. Ou par exemple, Scène de rue, c'est un gros événement d'art vivant qui, de plus en plus, se déplace dans les quartiers et qui débute au Drouot depuis quelques années. Donc il y a des choses qui se mettent en place de plus en plus, et c'est un accompagnement. Et ceux qui sont très éloignés de la culture, voilà, comme je disais avant, c'est petit à petit. C'est ok, bah, tu découvres une première fois, t'accroches pas forcément, tu reviens, et au bout d'un moment, ça crée des envies aussi auxquelles on essaie de répondre. Donc j'espère que ça va continuer de se développer. Et c'est pas toujours évident, effectivement. Mais il y a des sacrés talents dans les quartiers, et enfin, pour moi, c'est nécessaire de donner les moyens à ceux qui en ont vraiment l'envie. Bonjour, moi c'est Kaito. Je ne sais pas si ma question va faire grand sens, mais c'est une question qui a émergé quand on a parlé de neige justement avec des comédiennes non musulmanes qui ont porté un voile. Certains y verront quelque chose de très positif, je pense, comme vous et moi, parce que j'estime que justement c'est un combat qui doit être porté par tous et que tout le monde devrait être légitime de pouvoir défendre ça. Mais je sais que d'autres y verront aussi du mal en considérant ça comme une sorte d'appropriation culturelle. Et moi, c'est justement une difficulté avec laquelle je suis confronté un peu en tant que comédien amateur pour l'instant. C'est que parfois, je me demande si je suis légitime d'incarner un rôle. Est-ce que si on me demande d'incarner un rôle d'une autre culture, je peux le faire ou non? Et donc, je me demandais si, selon vous, l'appropriation culturelle a sa place au théâtre ou non. Alors déjà, je vais vous dire une chose. Enfin, je vais te dire, parce que j'ai pas bien compris quand tu as dit « je suis un acteur ». J'ai pas entendu ta fin. « Je suis un acteur ». J'ai dit amateur. Amateur. Non, tu peux dire tu es un acteur, tu es un élève acteur. Donc... Mais par exemple, sur Neige, déjà, ce qui était soulevé par le roman et par la pièce, c'était justement un questionnement entre tradition et modernité, d'accord ? Donc la question n'était pas pour
ou contre le voile, le débat était beaucoup plus, je dirais, haut. Et aussi, il faut savoir que Orhan Pamuk, pour moi, c'est un auteur universel. Je veux dire, il n'appartient pas que, même s'il est turc, justement, ça serait un drame pour lui de savoir, enfin, de sentir qu'il ne parle que aux Turcs. Et quand il écrit pour le monde, même s'il le met dans un contexte. Je veux dire, quand il parle de ce qui se passe au niveau de la situation de son pays, le débat est plus large. C'est la même chose quand tu traites une pièce de théâtre. Tu le mets, ou une scène, elle est dans une situation donnée, mais c'est pour parler à l'humain. C'est pas pour parler à une, je sais pas comment dire, à une catégorie d'humains ou à une. Donc voilà. Et aussi, pour moi, l'art et le théâtre, c'est justement un endroit où tu peux tout approprier. Regarde, là, un exemple. La chanson à la fin qui est chantée par Mélodie est l'hymne des Black Panthers. Elle est chantée par Colette Mani. Magnifiquement d'ailleurs, si tu voilà. Donc et ça fait et pour moi au contraire, je trouve que c'est bien qu'il y ait pas tu vois, ça voudrait dire que par exemple, il y aurait que des Japonais qui pourraient jouer des auteurs japonais. On pourrait me reprocher d'avoir mis Robespierre noir et Danton noir, tu vois, si on allait dans ce système-là. Non, c'est pareil. Je veux dire, Shakespeare, il peut... Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'en Angleterre, ça existe. C'est parce qu'on est très en retard en France. Mais il y a depuis 30 ans, je dirais peut-être même un peu plus. Enfin, écoute, je crois qu'il y a bien plus de 25 ans au Globe, donc au Théâtre du Globe, où il y a eu un Hamlet noir. Et ça n'a pas posé problème. Donc, c'est la même chose dans l'autre sens. OK ? Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ces histoires-là. Qui est... voilà. La question d'appropriation culturelle est évidemment centrale et très difficile parce que ça a donné lieu à énormément d'entendus. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Blandine, mais il y a eu des histoires qui ont été montées en épingle, mais qui existent néanmoins sur les suppliantes d'Eschyle à cause du blackface. Donc, on a considéré que mettre des masques noirs à des acteurs supposés incarner des déesses de l'Antiquité grecque ou des dieux d'Antiquité grecque, c'était effectivement racisant ou raciste même. On a eu des problèmes aussi du même type avec Robert Lepage au Canada, avec Ariane Mouchkine. Donc c'est un problème très très difficile, mais je crois qu'il faut absolument avoir l'attitude qu'a exprimée très clairement Blandine Savetier. Je n'aurais pas dû, si j'étais dans ce système-là, alors ça voudrait dire qu'une femme ne pouvait pas jouer le rôle d'un homme. Et c'est Claire qui joue le rôle de Victor Hugo. D'accord ? C'est ça que ça veut dire, hein, si on pousse... Oui, il y a une dernière question. Juste pour dire quand même que... Bon, il y a quelque chose de très fort dans ce que dit Blandine. C'est pour elle, le théâtre, c'est l'acteur. Et l'acteur peut tout incarner parce que l'acteur est censé développer une empathie universelle. Hein, et tout le travail qu'elle fait, c'est pour amener ça. Hein. Alors après, il y a des choses plus spécifiques. C'est si on s'empare vraiment de formes culturelles, rituelles, vraiment très ancrées culturellement, qui n'ont peut-être pas directement une prétention à l'universel, même si tout peut nous toucher. Hein. Et c'est là la question peut être plus complexe. Mais bon, voilà, je voulais juste dire ça. Et... Non, mais même le Mahabharata, qui est quand même quelque chose de complètement indien, mais je veux dire qui est au cœur de la culture indienne, a été mis en scène par Peter Brook avec des acteurs qui n'étaient pas que indiens. Donc, je pense qu'à partir du moment où l'intention est claire, pour nous, il n'y a pas de problème. Voilà, on pense que même des textes comme le Mahabharata sont universels et tout le monde peut s'en emparer. Il y a juste un geste qui doit être juste au départ. Les auteurs décoloniaux, précisément, du moins certains d'entre eux, disent que l'intention ne suffit pas.
Et justement, je trouve que c'est dommage parce que parfois ça restreint l'art parce qu'on veut une sorte de bien-pensance, mais parfois ça fait, je sais pas, justement ça empêcherait tous les hommes d'incarner des femmes, ça empêcherait aussi l'inverse, ça empêcherait tout. En fait, ce serait presque, je dirais pas que c'est de la censure, mais juste ça restreint beaucoup les possibilités de l'art, et justement je trouve que ça n'a pas tellement sa place. Et évidemment, si on commence à partir dans quelque chose de très caricatural, stéréotypé pour représenter une certaine culture, là je suis d'accord que ça n'a pas sa place. Mais si, comme vous l'avez dit, l'intention est claire, là je vois pas vraiment l'intérêt de ça, quoi. Bonjour, je suis Lina, je suis de la classe préparatoire. Je voudrais parler par rapport à la dernière intervention de Mohamed, qu'il a dit et une certaine culpabilité de les blancs contre les gens qui est les noirs ou les autres cultures. Bon, voilà. Et là, je me dis que c'est une question que je me pose tous les jours par rapport à l'empathie, parce que je crois que avoir l'empathie, c'est très différent d'avoir la pitié pour quelqu'un. Et au moment que tu te sens culpabilisé, tu dis ah, ouais, je suis coupable de quelque chose que je ne fais pas, mais que mes grands-parents ils sont faits. Et il y a des siècles, je me sens coupable, alors je sens la pitié pour les gens des autres cultures. Et là, je me trouve en étant étrangère et femme, avec des commentaires toujours ouais, on sent un peu la pitié pour toi. Et je veux juste que les gens ils sentent l'empathie de que on est différents et que je suis grandie avec des circonstances totalement difficiles, différents, mais que pas pour ça je suis plus faible ou que je sens les poids de l'existence de mes ancêtres parce qu'ils ont suivi l'esclavage. Et là, je me pose encore la question. Par exemple, quand tu poses la question de l'écologie, là, c'est un étang. Quand je suis arrivée en France, et toute cette histoire de manger bio, de boire du café colombien bio, parce que je n'ai pas eu la chance de boire du café bio en Colombie. On boit des Nescafé, voilà. On mange des chocolats, de chocolat à 5% chocolat. Et le reste, c'est du sucre et du lait. Et là, ici, je mange des chocolats colombiens, 90%. Et toujours, il y a des questions de ma génération, des jeunes de mon âge qui me disent « Bon, en fait, on va acheter nos produits à Naturalia. » Et je me dis « Mais j'ai 20 € pour faire mes courses toute la semaine. Je ne peux pas aller à Naturalia, ce n'est pas mon engagement politique, aller faire des courses à Naturalia quand je sais qu'ils se passent, qui sont gérés pour Monoprix et tout. » Alors, je me dis, face à cette culture française qui veut tout organiser et tout organiser comme ça, je me dis, en fait, il existe encore la ségrégation parce qu'à Paris, il y a beaucoup d'associations et qui disent, bon, on va mettre en place des associations pour des jeux, des associations des sciences dans des quartiers, et les gens, ils ne viennent pas. Et toujours, j'étais face à des gens qui disaient, ouais, les gens, ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas apprendre les français. Et je me disais, mais en fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que c'est compliqué d'être dans une société où ils te disent tout le temps que tu dois rentrer. C'est comme si quelqu'un t'ait poussé tout le temps. Et alors, moi, ce que j'aimerais dans le monde, c'est que les gens, on n'a pas de pitié pour les autres. Les autres, ils ne sont pas débiles, ils ne sont pas faibles. Débiles, ce n'est pas l'expression. Ils ne sont pas faibles. Mais il y a des gens qui vivent des situations compliquées dans la vie, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles et qu'on doit sentir la pitié pour eux. Voilà. Nous, voilà, aucun de nous n'a parlé de pitié. Non, d'accord. Parce que l'empathie et la pitié, ça n'a rien à voir, Lina. Je pense que c'est juste dans l'essence de... J'ai fait pitié parce que la culpabilisation de quelque chose, me se sentir coupable
face à quelque chose que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas mis en esclavage quelqu'un. On n'a pas parlé de la culpabilité. Là, je réponds par rapport à Mohamed. Oui, mais je pense que Mohamed, il a peut-être dit culpabilité, et peut-être que moi j'entendais, mais c'est lui qui va répondre, responsabilité. J'entendais, et responsabilité et culpabilité, ce n'est pas du tout la même chose. Tu vois ? Parce que je l'ai aussi senti ça, cette espèce de paternaliste. On va vous accompagner vers quelque chose, on va vous aider à comprendre des choses, on va vous aider à accéder à la culture. Et je l'ai aussi ressenti ça, je fais du théâtre, et j'ai toujours eu l'impression qu'on devait me dire comment faire du théâtre, ou comment être sur scène, ou comment faire les choses. Et j'interviens dans les quartiers aussi, en faisant du théâtre, et c'est vrai que ce que tu dis est très... Et très, ça se voit très bien là-bas, sur le fait où on a besoin de dire aux gens, faites des projets ou constituez-vous en association pour pouvoir exprimer quelque chose. Ou faites ça pour pouvoir exprimer des choses, alors que les gens, ils ont juste envie de s'exprimer. Ils ont juste envie d'être ce qu'ils sont. Et je pense que tu parles de cette espèce de... Alors, on ne parle pas de vous, hein, bien sûr, hein, mais cette espèce de paternaliste qui existe et qui dit que ces pauvres de quartier, il faut les accompagner à accéder à... parce qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls, quoi. C'est plus ça que j'entendais dans ces propos. Je trouve ça très bien ce que tu as dit. D'ailleurs, on parle des quartiers, mais moi, je viens de la campagne, d'accord ? Et vraiment d'un endroit qui était petit et pauvre, et je viens d'une famille très pauvre, d'accord ? Donc j'ai subi, on va dire, la discrimination sociale, donc c'est l'école républicaine qui m'a sauvée. Je pense que l'école républicaine à mon époque était, pardon de le dire, était meilleure que maintenant. Il y avait une plus grande volonté. Mais parce que c'était beaucoup plus accompagné par les politiques à l'époque. Et pourtant, j'étais comme Aaron, c'est-à-dire il n'y avait pas de proposition culturelle. Donc c'était à toi d'aller la chercher, etc. Moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une mère qui était cosmopolite. Donc ça m'a donné, et il y avait des livres. Mais j'étais comme toi, Aaron. Je n'avais même pas d'association. D'ailleurs, je vais te dire, je trouve que tu as fait une très, très belle intervention. Je voulais te le dire. Et ça m'intéresse de savoir justement comment tu as attrapé après, tu vois, la culture, comment tu l'as attrapé. Parce que entre le moment de maintenant et où je t'ai rencontré, je trouve que tu as fait du chemin. Donc si tu veux, c'est pas grave d'avoir, entre guillemets, d'être arrivé avec du retard. Parce que moi, tu peux dire, et ça c'est important que les politiques l'entendent, et tu pourrais dire même les gens, les décideurs, c'est que suivant de où tu viens, tu as des marches à faire qui sont plus longues. Donc, tu mets plus de temps. Et c'est là-dessus où parfois, la concurrence, elle est dure. Parce que déjà, tu arrives de loin, toi, tu as grimpé. Je veux dire, tu vois, même de casser le plafond de verre quand tu viens. Moi, je parle pour mon histoire. Alors que j'avais les mêmes résultats que les autres, j'ai vu qu'il n'y avait pas de méritocratie en France. Et c'est vrai. Malgré que l'école républicaine t'accompagne, on va dire, jusqu'aux 18 ans. Tu as beau avoir même les meilleures notes, et ben après, tu es coincé. Et surtout, tu es coincé quand tu arrives à Paris, pour des histoires financières, etc. Et après, parce que ça se passe par réseau. Je te parle de milieux qui fonctionnent entre eux. Ça, c'est très dur, parce que tu es discriminé selon ta couche sociale. C'est comme en Angleterre, selon quel anglais tu parles. Et la France est un pays extrêmement aristocratique. Et il faut le dire, c'est vrai. Et Wada et moi, on a subi ça. Moi, c'est pour ça que souvent, je sais pas comment dire, j'en parle jamais, mais je peux entendre ce que vous traversez, parce que je l'ai vécu. Et pourtant, je suis blanche. Donc, tu t'imagines, si en plus tu es noire, ça, c'est encore plus. Parce que c'est collé à ton visage, quoi. Après, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à se battre. Je suis désolé, mais je suis obligé de mettre fin parce que Alain Policart a un train à prendre.
En revanche, Mais on peut continuer, nous. Moi, je suis encore là. On peut continuer, et surtout après cette rencontre, ceux qui sont intéressés par l'expérience dont a parlé Elena Gartner tout à l'heure. Bon, c'est juste une idée pour le moment. On veut voir comment on peut la développer. Ceux qui sont intéressés peuvent rester. On échangera pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà.